Du Congo. La tension était vive ce matin à Goma, au Nord Kivu. Les conducteurs de taxis ont manifesté dans la ville en barricadant quelques routes. Ils ont ainsi réagi après la mort d'un de leurs tués mardi par un policier lors d'une opération de contrôle des taxes. Top Congo FM. De plus en plus, le mouvement Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi se vide de ses alliés. Le courant révolutionnaire progressiste se désolidarise de toutes les déclarations politiques faites par le porte-parole du parti, Olivier Kamitatou. Les membres de ce courant indiquent qu'ils n'ont pas été consultés. Ils ont déclaré qu'ils restent fidèles au président Félix Tshisekedi. Top Congo FM. Le gouvernement provincial de Tanganyika interdit la sortie des produits agricoles vers d'autres provinces. D'après le coordonnateur de la cellule de communication de la gouverneure Julie Ngougwa, la mesure a été prise à cause de la hausse du prix de maïs sur le marché, mais également hausse du prix qui met en difficulté plusieurs familles. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue à bonnes conditions d'écoute. Des routes barricadées et des pneus brûlés à Goma, au Nord Kivu. Il y avait tension ce matin dans la ville volcanique. Les conducteurs de taxis, certains jeunes ont protesté après la mort d'un de leurs tués mardi par un policier lors d'une opération de contrôle. Certains habitants dans la ville n'apprécient pas cette opération qui vise la maximisation des recettes durant cette période difficile de l'état de siège instauré dans la province. Détail avec notre permanent Jonathan Kombi. C'est après intervention des éléments de la police que les routes qui mènent vers le gouvernorat de province ont été dégagées. C'est le cas des axes Campus du Lac et Entrée Président. Ici, des barricades ont été placées sur la chaussée en signe de protestation contre la mort de Amisi Kabemba Cristiano, tué par un policier lors d'une opération de bouclage des véhicules. Jules Ngeleza, président du conseil communal de la jeunesse de Goma, s'est dit choqué. Nous dénonçons ces énième cas de dérapage constatés dans cette activité de bouclage, décriée d'ailleurs par la population, et les gouverneurs doivent comprendre qu'il y a lieu de surseoir à cette mesure. En tout cas, la population est fatiguée à cause de ce genre de situation. Pour Maître Yannick Ramazani du Nouvel Élan de l'ex-premier ministre Adolphe Mouzito au Nord Kivu, les autorités de l'état de siège devraient plutôt se concentrer sur la traque contre les groupes armés plutôt que de s'attaquer aux paisibles citoyens. Les autorités de l'état de siège ont failli à leur responsabilité première, celle de la protection de la population. Cet acte ne justifie à rien le rôle de l'État à la maximisation des recettes publiques. La vie humaine est sacrée et par conséquent, nous exigeons une peine exemplaire à cet civique porteur d'armes à feu. Et nous condamnons avec la dernière énergie. Nos sources confirment que le policier meurtrier est déjà aux arrêts et un procès en flagrance à son encontre est envisagé à l'auditorat militaire du Nord Kivu. Goma, Jonathan Kombi pour Top Congo FM. Pas de transport en commun ce mercredi à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Les mototaxis, les conducteurs des mototaxis en colère après la mort hier soir de leur collègue en pleine brousse tué par un client. Pour réclamer justice et sécurité, ils ont organisé des carnavals de protestation. Le maire de Kabinda, contacté, confirme ces informations. Correspondance à Libukasa Kabambi. Nous sommes à Kabinda, la ville chef-lieu de la province de Lomami. Ce mercredi matin, les taxis-motos sont en colère. Un des leurs est abattu à bout portant par son client. Le corps inerte est à la morgue à l'hôpital général de référence du Kabinda et les taximens sont là en train de voir comment organiser les funérailles de leurs collègues. Mais sinon, il n'y a pas de transport aujourd'hui. La population est en train de se débrouiller toujours à pied. En entendant les funérailles, la ville n'a plus de transport en commun. Joseph Kazadi est maire de Kabinda. Certainement, il y a eu un criminel du nom de ce qui s'est fait. Il a pris un taximène du nom de José qui était lié. Pendant que je vous parle ici, je suis sur le lieu du drame. Selon votre information, monsieur le maire, il l'aurait abattu pourquoi? Il s'est rendu la moto. La moto, c'est un habitué, un criminel habituel. Dans ces agitations motorisées, un taxi-moto vient de cogner une vieille femme. Selon des témoignages, celle-ci serait entre la vie et la mort. À Kabinda, Ali Boukassa Kabambi, Top Congo FM.
Et on parle de l'insécurité à Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa dans le Haut-Katanga. Le numéro 1 de la police dans la région, colonel Norbert Ilunga, annonce des mesures draconiennes qui sont prises pour mettre fin à toutes ces attaques et autres situations d'insécurité. Quels sont les quartiers les plus touchés par ces cas de banditisme urbain? Correspondance Patient Lukusa. Dans la ville de Lubumbashi, selon Bertin Chios de la société civile locale, le quartier le plus touché ces derniers temps par le banditisme urbain sont Kawama 2 et 3 dans la commune de la Roachi. Une situation qui s'est améliorée à Kawama 4 et Loano, alors que dans la commune annexe, les entités qui enregistrent beaucoup plus de cas de banditisme sont le quartier Somika, Zambia et quartier 6. Par ailleurs, poursuit la société civile locale, les agglomérations Kassapa, Kamatete et Gambela 3 regorgent un nombre élevé d'insécurité dans la commune de Lubumbashi. La même situation est observée dans les deux quartiers de la ville de Likasi situés à 120 km de Lubumbashi. ICS et SNCC dans la commune Chituru sont les entités qui enregistrent quelques cas dus parfois à la fermeture de certains carrés miniers. Par contre, à Kasumbalesa, cité frontalière à la Zambie, située à 90 km de Lubumbashi, 2 personnes ont été même tuées dans les altercations avec les bandits armés la nuit du mardi. La société civile locale qui confirme cette information à Top Congo précise que parmi les victimes, il y a une fillette et 24 maisons ont été visitées dans les quartiers Nyukoy 1, 2 et 3. Comme mode opératoire, à part des effractions accompagnées de cassures de vitres des maisons des habitations au début du mois d'août, il y a eu apparition des vols à main armée, comme le dit Bertin Chios. Il y a l'apparition petit à petit de personnes armées et des armes à feu professionnelles, les armes à feu de guerre. Pour mettre fin à la recrudescence des banditismes dans le Haut-Katanga, la société civile a appelé la population de collaborer avec la police. Lubumbashi, Patient Lukusa pour Top Congo FM. Et dans les territoires de Kwamut et Bagata, dans le Grand Bandundu, on compte 8 morts, bilan provisoire de l'attaque du village Kisiakimbulu mardi par des assaillants armés. Le chef de secteur Wamba dans les territoires de Bagata qui confirme ces nouvelles, laisse entendre que toutes les maisons ont été incendiées et le gouvernement provincial du Kwilu annonce avoir dépêché un nouveau contingent de militaires pour sécuriser la population. Le point avec Jonathan Messa. Les cadavres gisent sur le sol après l'attaque mardi contre le village Kisiakimbulu par des hommes armés. Toutes les maisons sont parties en fumée. Les bilans officiels de 8 morts avancés par le chef des secteurs Wamba ne fait pas l'unanimité. Les autorités sanitaires locales parlent de près des 20 morts alors que d'autres sources en livrent une dizaine. Parmi les 8, on compte 2 femmes dont une infirmière et 6 hommes. Tous les habitants sont en débandade, alerte les chefs des secteurs Wamba, Martin Gabia. Le village là-bas est vide, personne n'est là. Quand il y a eu massacre, tout le monde a des bandades. Les corps sont exposés là-bas, il y a eu une infirmière aussi. Mais cet hôpital qu'on a égorgé, mais les morts sont là-bas abandonnés. Lors des échanges mardi avec le cardinal Fridolin Ambongo, le gouverneur du Kwilu qui a confirmé cette attaque a annoncé le déploiement des renforts militaires composés des éléments de FARDC et de la police. Le cadre des concertations de la société civile du Kwilu dénonce par ailleurs une légèreté dans la gestion de ces conflits par le gouvernement central. Placide Moukwa. L'une des principales caractéristiques de l'État, c'est la réactivité, la faculté à réagir assez vite aux problèmes de la population. Le conflit se transpose dans la province du Kwilu, l'État n'intervient pas. On met juste les militaires sur l'artère principale et puis c'est fini. Non, mais nous en avons assez compté. Nous voulons que l'État prenne ses responsabilités et qu'on déploie l'armée pour mettre fin à ces conflits ici. À Bagata habitent actuellement plus de 3000 déplacés des Kwamut sans assistance du gouvernement, sinon des confessions religieuses. Depuis la ville de Bandundu, Jonathan Messa, Top Congo FM. Arrestation ce mercredi d'un opérateur économique accusé de rébellion à Beni au Nord Kivu. Pendant ce temps, dans la ville, la population observe les opérateurs économiques qui poursuivent leur mouvement de grève pour protester contre l'insécurité et le paiement de certaines taxes revues à la hausse pour l'ONG des droits humains, bonne gouvernance et développement. L'arrestation de cet opérateur économique est arbitraire. La société civile exige, elle, sa libération. Au nord Ubangi, l'administrateur du territoire de Businga condamne les actes de vandalisme perpétrés contre les agents du Fonds social
social de la RDC qui exécute les travaux d'intérêt communautaire à Karawa, secteur où les jeunes ont incendié un véhicule et saccagé la résidence du chef de secteur. Joseph Mbouyi fustige ce comportement. Il pense même que si ces jeunes avaient raison, ils n'ont pas pu bien agir dans ce sens. L'administrateur du territoire, Joseph Mbouyi, au téléphone de Didier Doutimo. Je ne suis pas du tout content que nos compatriotes de Karawa puissent accepter de remettre en cause un travail de titan que nous avions abattu. À notre grande surprise, ils sont allés très loin. Ils sont allés très loin jusqu'à incendier la GIP Pimpanneuve de fonds social. Ils ont saccagé les bureaux du chef de secteur. Ils ont saccagé les bureaux et puis les agents, les délégués de fonds social étaient logés et consorts. Vraiment un désordre tel qu'ils ne pouvaient pas aller jusqu'à ce niveau-là. S'il y avait de réclamations à faire, ce n'est pas aller jusqu'à cette extrême réaction. Vraiment ce qui ne nous a pas plu. Bien que peut-être leurs revendications pouvaient tenir debout parce que les motifs, c'est qu'ils disent que les jeunes gens de Karawa n'ont pas été repris suffisamment par rapport aux autres, les grands postes occupés par ceux qui sont venus d'ailleurs. Ce n'est pas ça les motifs qui pouvaient les amener alors ils pouvaient réclamer de la bonne manière, même s'il y a une dose de responsabilité de la part des fonds sociaux, mais en tout cas ils sont allés très loin, ils sont allés à l'extrême. Je ne suis pas du tout content. Voilà, c'était l'administrateur du territoire Joseph Mbouyi, administrateur du territoire donc dans le nord Ubangui. Les conditions de détention sont précaires dans les prisons à Kamituga et dans le territoire de Mwenga, dans la province du Sud Kivu. Au-delà des conditions hygiéniques qui laissent à désirer, on parle de plusieurs cas de décès enregistrés parce que les détenus ne mangent pas bien. Correspondance Grâce Lola. Cette situation est décriée par les cadres de concertation de la société civile de Mwenga. En croire le président de cette structure, les détenus de la prison centrale de Kamituga et ceux du territoire de Mwenga vivent dans des conditions inhumaines. Outre la malnutrition qui serait à la base de plusieurs décès, les bonnes conditions hygiéniques sont également piétinées. Les détenus et les déchets se disputent le couloir, ce qui constitue un danger permanent pour les prisonniers qui, selon la société civile locale, bénéficient difficilement des soins de santé. Hilaire Sambia, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile de Mwenga. Les détenus dans la prison de Kamituga et celle du territoire de Mwenga, le maire des fins, 6 cas de décès des prisonniers dus à la mauvaise alimentation enregistrée déjà dans la prison de Kamituga. Ils ne bénéficient pas de soins de santé. Ils sont dans de mauvaises conditions hygiéniques. C'est déplorable. Nous prions au gouvernement congolais à trouver des solutions pour ces cas en construisant en territoire de Mwenga et dans la ville de Kamituga des prisons qui répondent aux normes, mais aussi en alimentant et en soignant les prisonniers. Les prisons ne doivent pas être considérées comme des mouroirs, mais des centres de rééducation. Signalons que la prison de Kamituga est une ancienne maison de traitement de minerais de la société Somenki. À ce jour, elle sert de cadre de détention, bien que non appropriée, suite à la présence de plusieurs déchets abandonnés par les exploitants. De Bukavu, grâce Lola pour Top Congo FM. De plus en plus, le mouvement Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi se vide de ses alliés. Le courant révolutionnaire progressiste se désolidarise de toutes les déclarations faites par le porte-parole du parti Olivier Kamitatou. Les membres de ce courant indiquent qu'ils n'ont pas été consultés. Ils ont déclaré qu'ils restent fidèles au président Félix Tshisekedi. Le député national Simon Moulamba, président du courant révolutionnaire progressiste de Ensemble pour le changement, est au micro de Gino Rema. Les courants révolutionnaires progressistes d'Ensemble pour les changements tient à faire remarquer que toute déclaration ou sortie médiatique qui engage la responsabilité de la plateforme Ensemble pour les changements doit faire l'objet de concertations préalables entre ces différentes composantes. Les courants révolutionnaires progressistes constatent malheureusement qu'au regard des actes régulièrement posés par les dirigeants du parti Ensemble pour la République,
République. Celui-ci s'est défini aujourd'hui comme un parti d'opposition au régime du président Tshisekedi Tshilombo. À cet effet, notre courant demande au parti Ensemble pour la République d'en tirer toutes les conséquences des droits, à savoir la démission de tous ces délégués qui occupent les fonctions dans les institutions, notamment dans le gouvernement central, les gouvernements provinciaux et autres institutions. Les courants révolutionnaires progressistes d'Ensemble pour les changements s'opposent à la requête du parti Ensemble pour la République selon lesquelles le bureau de la CENI doit être changé avant la tenue des élections de 2023 pour satisfaire à leurs revendications farfelues. Or, cette requête aura pour conséquence la non-tenue des élections dans les délais constitutionnels. Et les réactions se multiplient. Il y a également le député national Jérôme Lusenge Bonane qui demande au ministre katumbiste de se démarquer de Moïse Katumbi pour espérer et éviter des sanctions politiques liées aux sorties médiatiques de porte-parole Olivier Kamitatou et Francis Kalombo. Écoutez le député Jérôme Lusenge au micro de Gino Rema. D'après le député national Jérôme Lusenge Bonane, la pétition initiée contre les ministres proches de Moïse Katumbi se justifie. Et nous, les aînés, nous n'avons pas été capables d'empêcher les jeunes députés à poser ces actes. En effet, le président Moïse Katumbi, avec son parti Ensemble pour la République, vieil de 2 ans et qui n'a aucun député, joue et jeu impropre à vouloir créer la confusion qu'Ensemble pour les changements, une plateforme qui a eu beaucoup de députés, environ 70, à vouloir se l'approprier ou les mettre obligatoirement dans son parti politique, ce qu'eux ne veulent pas. Et l'élu de Lubero d'ajouter que la démarche actuelle vise à imposer à tous les délégués dans les institutions de la République pour le compte de la plateforme Ensemble pour les changements de se prononcer clairement sur leur position vis-à-vis du régime actuel. Nous faisons comprendre que les ministres devront se démarquer très clairement et se prononcer, se distancer avec précision de Moïse Katumbi et du parti Ensemble pour la République qui n'est pas la vraie force qui les soutient au Parlement. Aussi, nous le disons à Moïse Katumbi, il expose ainsi tous les ministres qui ne se seront pas prononcés. Enfin, le député Jérôme Lusenge Bonane invite Moïse Katumbi à ne plus espérer à un avenir politique. Il faut maintenant prouver vraiment qu'on est loin de cette situation pour envisager, postuler encore à ce moment-ci. Dans ses différents messages, le porte-parole du parti Ensemble pour la République a fait des déclarations qui agaceraient les dirigeants actuels. En rapport toujours avec le dossier Ensemble pour le changement, le ministre des Transports, Chérubin Okende, est visé par une motion de défiance, motion déposée ce mercredi au bureau de l'Assemblée nationale. Il est reproché au ministre Chérubin Okende des abus commis dans l'exercice de ses fonctions. Cette motion a recueilli une 60aine de signatures. Le député national Anissé Babanga au micro de Gino Rema. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, M. Chérubin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes décidés, avec les collègues signataires de cette motion, pour déposer une motion afin qu'il quitte définitivement ses ministères. Absolument. Toutes les conditions ont été respectées et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une 60aine de signatures. Des propos recueillis par Gino Rema. Elle passe nuit à la Belle Étoile depuis le week-end dernier. Les familles qui résident ou habitent le quartier Sokopao ont vu leur maison détruite sur instruction de l'hôtel de ville. Décision prise pour la modernisation du réseau ferroviaire dans le cadre du projet Métrokin. Selon le gouverneur de la ville qui a supervisé cette opération de démolition, ces maisons sont des constructions anarchiques situées le long de la voie ferrée. Jantini Ngobila a indiqué que les habitants de Pakadjouma seront réinstallés sur un nouveau site vers la commune de La Sélé. Et pendant ce temps, les autres victimes ne savent pas où aller. Maître David Kalala, l'un des avocats des habitants de Sokopao, précise qu'ils ont saisi la justice pour obtenir la suspension des opérations de démolition. Ils se mobilisent pour rentrer dans leurs droits. Ils estiment qu'ils ont acquis leur parcelle
parcelles en toute légalité. Maître David Kalala au micro de Mami Tchela. Nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons attaqué l'arrêté de démolition du gouverneur à la cour administrative d'appel de la Gombe. Et le même jour, nous avons eu l'arrêt qui a suspendu les effets de cet arrêté de démolition. Les familles sont à la belle étoile. Avec toutes ces pluies, il n'y a personne qui peut les secourir. Personne ne dit mot. Toutes les autorités pourtant ayant été saisies. Nous avions appris que le gouvernement avait tenu une réunion pour cette situation. Le gouvernement avait donné au ministre sectoriel 2 semaines pour lui faire un rapport. Malheureusement, avant les 2 semaines, avant même une semaine, les bulldozers de l'hôtel de ville sont passés et ont démoli. Et nous ne comprenons absolument rien. Il y a des messages contradictoires. L'hôtel de ville n'a pas voulu nous approcher, n'a pas voulu nous parler. On ne connaît pas. Qu'est-ce qui va advenir plus tard, puisque là, c'est par rapport au rail, le nombre de mètres de distance par rapport au rail. Pourtant, ce qu'ils ont fait sur terrain, c'est tout à fait autre chose. Ils ont démoli toutes les maisons, en tout cas à 80%. Celles qui ne sont pas concernées par les rails sont également parties. L'indemnisation, qui nous le dira ? Maître David Kalala, l'un des avocats des habitants de Sokopao. Comment améliorer l'approvisionnement en produits pétroliers dans les provinces du Grand Équateur et Grand Kasaï? Après 2 jours de réflexion, les experts du domaine pétrolier et les opérateurs de ce secteur ont posé un diagnostic pertinent de la situation générale. Le diagnostic a été établi par les différents participants. Plusieurs recommandations ont été formulées pour remédier à cette situation, notamment implantation d'une station-service par territoire, la réhabilitation des voies de communication, la révision des charrois automobiles pour la distribution. C'était des propositions donc qui étaient faites. Le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbu, a rassuré de présenter ses résolutions au Conseil des ministres. Il est au micro de Dieu merci, Loussa Koumounou. Il est réellement déterminé à ce qu'il y ait un changement réel au niveau du Grand Équateur et au niveau du Grand Kasaï par rapport à l'approvisionnement. Le conseiller a répété 2 fois, il a parlé à 2 reprises du Sankoro. Je tiens encore à attirer l'attention de tout le monde que nous devons réellement faire quelque chose et à court terme pour le Sankoro. Nous ne pouvons pas accepter qu'une province de la République démocratique du Congo n'ait pas une seule station, ce n'est pas normal. J'interpelle et j'appelle que ce soit l'opérateur Kamwal, que ce soit le RESCOM, à travers l'EDIA, je les appelle tous à pouvoir réellement se concentrer et de voir qu'est-ce que nous pouvons faire à court terme pour le cas du Sankoro. Il faut que les choses puissent réellement changer. Et pour le reste, je pense que nous avons l'obligation de pouvoir mettre ça en pratique. Et ça, je le dis parce que nous voulons avoir des résultats. Ceux qui ne vont pas nous aider à avoir des résultats, on ne sera pas obligé de rester avec eux parce que nous avons cette obligation devant le peuple congolais. Nous avons l'obligation de donner des résultats. Il faut réellement que le secteur puisse réellement changer. Il faut que réellement, qu'au niveau du Grand Kasaï, du Grand Équateur, que les choses changent dans tout ce qui concerne les hydrocarbures. Je demande encore sur ces commerçants de réellement marcher avec nous et de pouvoir nous accompagner. Le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu, des propos recueillis par Dieu merci Loussa Koumounou. Le gouvernement provincial de Tanganyika interdit la sortie des produits agricoles vers d'autres provinces. D'après le coordonnateur de la cellule de communication de la gouverneure Julie Ngungwa, la mesure a été prise à cause de la hausse des prix des maïs sur les marchés à Kalemi. On observe également une hausse des prix qui met en difficulté plusieurs familles pour avoir dans leur maison ces produits de grande consommation. Écoutez Mathias Makolo-Vera au téléphone de Fabien Kambinzi. Par rapport à cette période où il y a un peu rareté de nourriture, il est difficile que nous puissions, nous, dans la maison, manquer la nourriture, mais nourrir le voisin. Alors c'est une politique conservatoire. Son Excellence Madame le Gouverneur a pris cet arrêté afin de satisfaire le besoin alimentaire de sa population. Le maïs sont produits presque dans les territoires qui sont greniers. Il y a Nyuzu, il y a Moba. Souvent ce maïs quitte Moba, il y a 2 bateaux qui viennent direct. Les produits qui sont issus des champs, des Moba, des Nyuzu, doivent d'abord suffire à la population de la province du Tanganyika qui souffre aujourd'hui de la loi de l'offre et de la demande. Je prends l'exemple de la ville de Kalemi. Tous ces gens qui étaient dans des encablures de la ville de Kalemi, qui produisaient des maïs, qui produisaient des produits maraîchers, qui produisaient des haricots, tous sont concentrés aujourd'hui dans la ville. C'est qu'il y a vraiment le taux élevé de la demande par rapport à l'offre. D'où il fallait une politique conservatoire, surtout en cette période, parce que nous sommes vers la saison culturelle A et B. Les 2 saisons-là coûtent toujours cher pour la province du Tanganyika. On nous dit de ne pas transférer
à l'extérieur, venez avec vos produits de Moba jusqu'à Kalemi et coulez vos marchandises ici. Donc il n'est pas question de la coercition ni de l'usage de la force, mais il y a déjà la loi. Des propos recueillis par Fabien Kambinzi. Une décision très dure pour les élèves d'une école. Ce sont les élèves du CS Toussevo à Kassavubu qui sont obligés de changer d'école pour achever leur année scolaire. Le ministre de l'EPST a ordonné la fermeture de cette école pour non-viabilité. École située au croisement des avenues Bongandanga et Chaba dans la commune de Kassavubu. C'est la province éducationnelle de Funa à Kinshasa, le patron de l'EPST qui a effectué une visite surprise ce matin a fait un constat amer. Détail, Mamichela. L'école organise les cycles primaires et secondaires. Elle est située dans un immeuble inachevé de 3 niveaux. Elle loue quelques locaux au 3e étage qu'elle partage avec quelques familles. Un escalier sans garde-fou, pas des lieux d'aisance ni de cours de récréation. Au cycle secondaire, le complexe scolaire Toussevo organise 8 sections dans 7 locaux de 2 mètres carrés. À l'arrivée de la délégation du ministre de l'EPST, le chef d'établissement ne dispose d'aucun document administratif. Les élèves du primaire de toutes les promotions sont regroupés dans une salle de 2 mètres carrés. Ils sont au nombre de 14 de la première primaire jusqu'en 6e. C'est un élève, le plus âgé, qui occupe ses collègues, l'enseignant étant absent. Dans un autre local sont également réunis les élèves de toutes les sections et options où le cours d'actualité est dispensé par un enseignant très zélé. Il n'a pas de charge horaire. Il dispense son cours aux élèves de la 3e des humanités, soit 5e secondaire. Ils sont de toutes les sections: électricité, coupe-couture, latin, philosophie, mécanique, commercial et gestion. Les élèves n'ont pas d'horaire. Pour ceux de la coupe et couture, 2 enseignants sont trouvés sur place. Pas de machine à coudre dans ce qui est présenté comme salle technique. Elle ne dispose donc pas d'infrastructure viable. Le complexe scolaire Toussevo ne dispose donc pas d'infrastructure viable. Instruction est directement donnée à Madame le secrétaire général et à l'inspecteur général de l'EPST pour apprêter l'arrêté du retrait d'agrément. Entre-temps, le directeur provincial de l'EPST et l'inspecteur principal provincial de la FUNA sont instruits sur place pour prendre toutes les dispositions pour ne pas sacrifier l'éducation de ses enfants. Mami Tchela, mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Les assises de la 3e revue conjointe vont s'ouvrir ce jeudi à Kinshasa. Il sera question de faire l'évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie qui ouvre le secteur de l'éducation. D'après le professeur Valère Moussia, secrétaire permanent du secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation, près de 250 participants sont attendus. Parmi eux, certains viendront du partenariat mondial pour l'éducation de la Banque mondiale et d'autres pays amis. Il y a aussi des experts de l'éducation qui vont participer à ces travaux. Le professeur Moussia précise qu'il sera question de rappeler les problèmes qui existaient dans le secteur de l'éducation au moment où la stratégie était mise en place. Professeur Valère Moussia indique que beaucoup reste à faire. On l'écoute. Rappelons que c'est une stratégie qui partait de 2016 à 2025. Il ne reste plus que 2 ans. Nous avons réfléchi ensemble pour voir d'un côté ce qui reste à faire et les temps qui nous restent encore pour pouvoir arriver à 2025. Il ne reste plus que 2 ans. Il y a donc un travail à faire. Et si il faudra à ce moment-là identifier les actions, les activités ou les réformes qui sera encore temps de pouvoir réaliser dans les temps qui nous restent, d'ici 2025, et en même temps identifier les actions, les réformes, les activités qui demeurent très très intéressantes, mais que nous pourrions effectivement transférer vers la période après 2025. Ça signifie quoi? Cela signifie que déjà, nous devons commencer déjà à réfléchir sur la nouvelle stratégie qui va nous amener vers 2030, parce qu'effectivement, nous devons nous adosser sur l'agenda 2030. Mais je dois préciser, peut-être c'est un avant-goût,
Nous allons mettre tout ça en cohérence avec les tendances mondiales. On parle de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Il sera question de rappeler durant les travaux les problèmes qui existaient dans le secteur de l'éducation au moment où la stratégie était mise en place. Le coordonnateur du SPES souligne qu'à ce jour, le gouvernement est confronté à plusieurs défis par rapport aux réformes contenues dans cette stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Et comment les travaux vont se dérouler, des travaux prévus du 13 au 17 octobre. Écoutez le professeur Valère Moussia qui indique que ces assises revêtent un caractère très important. Maintenant, lorsque nous organisons une revue comme celle qui va venir qui va arriver dans quelques jours, il s'agit bien d'une revue d'étape. Une revue d'étape, c'est-à-dire que la revue, c'est une revue d'une durée de 10 ans, donc c'est de 10 ans. Nous avons parcouru un peu plus de 6 ans. Maintenant, il est temps que nous puissions nous arrêter à cette étape. Pour rappeler ce que j'ai rappelé. 2, pour faire le bilan des actions qui ont été menées. Bien entendu également d'identifier également les problèmes éventuels qui sont posés et qui ont fait que les objectifs n'ont pas été atteints ou au contraire des opportunités qui ont permis évidemment les progrès ou la réalisation des activités qui avaient été prises. Ça c'est un deuxième volet. Il y a d'abord le bilan, il y a les difficultés qui ont été éventuellement identifiées, et il y a également, au vu de tout cela, il y a des options de réajustement. Professeur Valère Moussia du secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation au micro de Mami Tchela. Jusqu'à quand la grève des professeurs à l'université de Kinshasa? Il y a des professeurs qui ne se présentent pas devant les étudiants. Il y a toutefois quelques coups qui se donnent. Au niveau de l'association des professeurs de l'UNIKIN, le président de la PUKIN affirme que le gouvernement est indifférent face à leurs revendications. Une réunion d'évaluation de la grève est annoncée pour ce vendredi, d'après le professeur David Loubo. Il est au téléphone de Cécile Comba. Voici presque 3 mois que l'université de Kinshasa est en conflit de travail avec le gouvernement congolais, réclamant l'application sans faille de l'accord de Dubois du 2 avril 2022. Mais jusqu'à ce jour, aucune suite favorable n'est donnée. Ça nous pousse à nous poser des questions. D'où vient ce cynisme? D'où vient ce sadisme? D'où vient cette volonté d'enterrer aussi un secteur porteur, un secteur qui peut booster le développement de la RDC. Alors si j'interviens ce jour, c'est pour demander au gouvernement de trouver des solutions rapidement, même en procédure d'urgence, parce que nous allons évaluer le vendredi, donc dans 48 heures. Et alors, nous avons fait l'appel des troupes. On a vu tout ce qu'on pouvait voir, dans l'officiel comme dans l'informel. Nous pensons qu'on ne va pas laisser sombrer un secteur assez important. Nous pensons que le spectre de l'année blanche qui plane pourrait être évité si les uns et les autres mettaient la bonne foi de leur côté. Notez que le mouvement de grève des professeurs membres de l'APUKIN a été déclenché il y a 3 mois. L'APUKIN exige entre autres l'application de l'accord de Bibois signé avec le gouvernement. Ils ont débuté les travaux pour 5 jours. Ce sont les membres de la Commission nationale de certification professionnelle qui sont en session ordinaire pour évaluer leur travail. Il est question également de certifier différents métiers et de les catégoriser. D'autres ministères qui interviennent dans le domaine de la formation professionnelle sont aussi associés à ce travail. C'est le secrétariat permanent de la CNCP qui a coordonné cette activité en tant que service technique d'appui. Détail Rachel Insioué.
Créée en 2018, cette structure sous tutelle du ministère de l'Emploi et Prévoyance sociale existe certes, mais elle fait face aux difficultés financières pour son fonctionnement. De l'initiative d'organiser cette assemblée plénière pour notamment discuter et réfléchir sur les différents moyens et mobilisation des ressources financières. Joseph Kasseya est premier vice-président de la Commission nationale de certification professionnelle. Ça, c'est une session de formation des membres de la CNCP, que c'est un cadre interprofessionnel, interministériel, intersectoriel pour réfléchir sur la promotion de la formation professionnelle. Nous tenons des sessions par an. Nous voulons que la CNCP soit réellement opérationnelle, que tout le monde puisse savoir ce que nous faisons. C'est une session où nous sommes en train de réfléchir sur la mobilisation des recettes. Nous sommes en contact avec quelques partenaires. Nous sommes en train de travailler. C'est l'essentiel de cette session. Cette activité est donc une table de concertation qui va aider les participants à bien faire le travail de certification professionnelle en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a dit Cathy Kabedi, la coordonnatrice du secrétariat permanent de la CNCP. Elle revient ici sur la mission de cette structure. Nous avons comme mission de réceptionner les dossiers des demandes d'enregistrement. Nous enregistrons ces dossiers-là au niveau du secrétariat permanent et ces dossiers seront conduits au niveau du bureau pour des formalités administratives. Mais la validation des certifications sont traitées par le membre de sous-commission ad hoc. Alors si ces membres-là trouvent que les dossiers peuvent être validés, ils enregistrent ces dossiers-là au niveau d'un dispositif que nous appelons le répertoire national des certifications professionnelles. Et là, votre certification est enregistrée au RNCP. Cette année, la Commission nationale de certification professionnelle a tenu sa première session en mars dernier. Au Sud Kivu, plus de 200 000 personnes vaccinées contre le coronavirus lors de la deuxième phase de la campagne de vaccination organisée le mois dernier. C'est le médecin-chef de division provinciale de la santé intérimaire qui l'a fait savoir à l'issue de la réunion du comité provincial des urgences sanitaires pour ce médecin sur l'ensemble, le passage sur l'ensemble des 16 zones de santé de la province. La cible a été donc atteinte au niveau au moins 66%. C'est ce que dit Dr Christian Etoza. Il est au micro de notre correspondant Fira Pierre Akambou depuis Guémena. Et nous avons pu vacciner autour de 66%. Mais il y a des zones de santé qui ont dépassé la cible. Il y en a d'autres où la population a moins répondu présente à l'invitation. Et pour ça, nous continuons et continuerons à travailler afin de pouvoir rehausser le niveau de l'acceptation pour pouvoir, en fin de compte, vacciner tout le monde. Vous avez vu le chiffre, nous attendions vacciner à plus de 300 000 personnes. Nous avons vacciné plus de 200 000, ce qui fait dire qu'il y a le tiers de la population qui n'a pas été vaccinée. Mais c'est des campagnes successives. Il y a d'autres phases. Si nous arrivons à régler quelques contentieux, notamment le paiement des acteurs, le paiement des fournisseurs et des transporteurs, ça va ouvrir notre chemin pour pouvoir poursuivre les autres phases, arriver à compenser le retard que nous avons accumulé par rapport aux phases précédentes. Mais sinon, c'est très encourageant. Vacciner en une phase plus de 200 000 personnes. Voilà, c'était des propos recueillis par Didier Doutimo. Campagne de recouvrement forcé, la Régie des eaux, direction provinciale de Kinshasa poursuit sa campagne recouvrement des créances auprès des abonnés de Kinshasa durant ce mois d'octobre. Objectif, garantir l'exploitation. La Régie des eaux poursuit également avec l'opération de déconnexion du branchement au réseau de tous les abonnés coupés qui ne veulent pas honorer leurs factures. La Régie des eaux demande par ailleurs à tous les abonnés en retard de paiement de bien vouloir honorer leurs factures de consommation d'eau afin d'éviter tout désagrément lié à l'interruption de la desserte en eau. La Régie des eaux rappelle enfin que toute facture du mois est payable dans les 8 jours après sa réception.
Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Notez pour l'essentiel de l'actualité, la tension était vive ce matin à Goma, au Nord Kivu. Les conducteurs de taxis ont manifesté dans la ville en barricadant quelques routes. Ils ont ainsi réagi après la mort d'un de leurs tués mardi par un policier lors d'une opération de contrôle des taxes. Top Congo FM. Le ministre Chérubin Okende est visé par une motion de défiance, motion déposée au bureau de l'Assemblée nationale ce mercredi. Il lui est reproché des abus commis dans l'exercice de ses fonctions. Cette motion a recueilli une soixantaine de signatures. Top Congo FM. Les élèves d'une école, le CS Toussevo à Kassavubu, obligés de changer d'établissement en pleine année scolaire. Le ministre de l'EPST a ordonné la fermeture de cette école pour non-viabilité. Top Congo FM. Le gouvernement provincial de Tanganyika interdit la sortie des produits agricoles vers d'autres provinces, d'après Mathias Makolo Vera, coordonnateur de la cellule de communication de la gouverneure Julie Ngungwa. La mesure a été prise après constat d'une hausse des prix de maïs sur le marché à Kalemi, hausse des prix qui met en difficulté plusieurs familles pour avoir à manger. Top Congo FM. C'est la fin de ce journal qui porte les signatures de Cécile Ngomba, Barik Bouema, Trésor Kiyombo. Journal mis en onde par Grace Lema et réalisé sous la coordination de Mamichela. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Dani Zayobi, Patrick Mungongo et Didi Binsika. Vivez en paix, toujours à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080